La houille rouge, un tableau de Jean Weber, 1902, Musée des Beaux-Arts de Tours. Alors, on va essayer d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle série, hein. On va essayer de faire des cours par Internet en période de confinement. Alors, pour faire quelques tests, alors vous serez évidemment bienveillant puisque c'est la première fois, donc il y a tous les problèmes techniques, problèmes de micro, problèmes de lumière. Ça se résoudra au fur et à mesure, ça c'est pas très grave. Donc on va essayer de faire un premier test avec un cours, très court évidemment, très bref, sur une peinture, un peintre que j'adore, qui s'appelle Jean Weber, avec un musée que j'adore également, qui est le musée des Beaux-Arts de Tours, et un tableau très surprenant, intitulé La houille rouge, qui est également un autre titre appelé Dynamis, qui est un tableau très surprenant, évidemment, d'abord par son sujet. On parle de la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, de la mécanisation, du machinisme. Je signale au passage que la nouvelle question d'agrégation en histoire contemporaine s'appellera le travail en Europe occidentale de 1830 à 1930. Là, c'est un tableau qui pourrait tout à fait rentrer dans ce genre de cours. Donc un sujet très surprenant avec une femme nue, si on le décrit très rapidement, une femme nue qui est de toute évidence l'esprit ou l'âme de la machine, avec des ouvriers, on les voit ici en bas à droite, qui sont des ouvriers qui sont décapités, broyés, démembrés. Donc une image un peu terrifiante du progrès technique, de la révolution industrielle et du machinisme. Alors, si vous avez l'occasion d'aller au musée du Beaux-Arts de Tours, c'est un peu difficile, enfin pas difficile peut-être pas, mais c'est un peu, le tableau est un peu dissimulé, il est dans un recoin. Alors d'abord, moi j'aime beaucoup la peinture, qui est un peu rougeâtre, je sais pas quelle est la couleur, le nom exact de la couleur du mur, mais on a essayé d'un peu de garder les tons chauds de la peinture, mais il est un peu dans un recoin. Alors c'est vrai que l'image, sans être choquante, mais peut blesser les esprits très sensibles actuellement, hein. On voit des seins nus, on voit une femme nue, on voit des choses qui pourraient être interprétées de manière un peu plus sexuelle. Donc il est mis dans un recoin du musée des Beaux-Arts, au premier étage. Alors, on va essayer de présenter ça assez rapidement. Alors sans vous faire une biographie complète de Jean Weber, c'est pas le sujet du jour. Jean Weber, c'est un peintre parisien. Il a fait quasiment toute sa carrière là-bas. Famille de pas forcément d'artistes, hein, sa mère était dentelière, mais son frère est devenu journaliste, et puis finalement il va faire des études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il aura un professeur prestigieux, Alexandre Cabanel, un peintre que j'adore, même si aujourd'hui il a un peu passé de mode pour son côté un peu académique. Alexandre Cabanel, on le connaît surtout pour la naissance de Vénus, mais il a fait également beaucoup de sujets mythologiques, religieux, avec toujours cette hypocrisie du 19e siècle, des sujets religieux mais avec des saintes dénudées, des sujets mythologiques avec des femmes absolument pulpeuses. Et ici, par exemple, vous avez un tableau, peut-être mon préféré de Cabanel, qui s'intitule Cléopâtre essayant les poisons, des poisons sur les condamnés à mort. Tout le monde sait que Cléopâtre est morte en se suicidant. Elle avait pris un petit serpent qu'elle avait mis sur sa poitrine pour la mordre, et elle mourra ainsi. Donc un peintre qui deviendra le professeur de Jean Weber. Jean Weber, au départ, c'est un peintre très classique, hein, on pourrait même dire académique. Comme tous les peintres du 19e siècle, il va essayer d'obtenir le prix de Rome. Alors lui va être obligé de composer sur un sujet très classique, qui est l'épisode d'Ulysse et de Nausicaa, un sujet qui est très fréquent dans la peinture, hein, qui a été très à la mode. Donc pour ceux qui ne savent pas, lors du concours du prix de Rome, les étudiants sont enfermés à l'école des Beaux-Arts de Paris, ils doivent faire composer un tableau, et sur un thème imposé. Donc il fallait absolument connaître toute la mythologie grecque, il fallait absolument connaître les épisodes de la Bible. Vous imaginez le candidat, Ulysse et Nausicaa, il faut connaître et savoir réciter l'épisode, et donc il va présenter ce tableau-là, qui est aujourd'hui encore conservé à l'école supérieure des Beaux-Arts de Paris, qui doit avoir probablement la plus belle collection de peintures de France.
Alors, un de ses concurrents, c'était Jean-Alfred Marioton, vous voyez, c'est le même sujet, pour le même concours du prix de Rome. Alors celui-là, il est conservé au musée d'Orsay. Aucun des deux n'obtiendra le prix de Rome, puisque finalement, en 1888, ce prix ne sera pas attribué. Alors, Jean Weber, il va s'écarter assez rapidement de ce côté académique, et quand on le connaît, c'est plutôt pour ses qualités d'illustrateur, de caricaturiste, de dessinateur, avec souvent des sujets un peu triviaux ou surprenants ou un peu anecdotiques, qui est tout à fait dans l'esprit de notre tableau La Houille Rouge. Alors celui-là que j'aime bien, que vous pouvez voir au musée Carnavalet. Enfin, quand je dis voir, il est dans les réserves, mais on espère bien qu'il reviendra un jour sur les Simèzes. Alors c'est un tableau de 1920 qui parle des Parisiens tirant le diable par la queue. Je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'il faut y voir. Est-ce qu'il parle de la pauvreté? Est-ce qu'il parle du siège de Paris pendant la guerre de 1870? Est-ce qu'il parle des souffrances de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il parle de rien du tout, hein? Il peut aussi laisser aller son esprit. Alors il y a également pas mal de petits dessins anecdotiques. Voilà, ça c'est typiquement dans l'esprit de Jean Weber. Alors celui-là il m'intéresse parce que je suis en train de lire. Alors je vous le conseille. C'est un livre qui s'appelle La paix des ménages. De Victoria Vano. C'est sous-titré Une histoire des violences conjugales au XIXe siècle. Livre d'histoire du droit, donc pas forcément facile à lire, pas forcément agréable à lire parfois, hein, parce que c'est très ardu, l'histoire du droit parfois, il faut apprendre l'article 213 du Code civil. Enfin bon, ça me rappelle mes premières années d'études où j'ai fait une formation en droit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Et donc là, vous avez une petite scène qui est assez comique, malgré le sujet qui a l'air grave, ça s'appelle la correction conjugale, on parle ici des femmes battues, c'est le sujet du livre de Victoria Vano. Ici, un sujet qui a l'air gravissime, hein, puisque vous avez ici un mari qui va frapper à coups de bâton sa femme, on est dans un milieu de paysans, mais là où le sujet devient amusant, c'est parce qu'on voit ici un personnage qui s'enfuit, l'amant, probablement un ouvrier agricole, qui vient de s'amuser avec la femme du paysan, du fermier, et celui-ci va s'amuser à la corriger. C'est pour ça que cette estampe est également appelée le flagrant délit. Alors moi peut-être juste si j'avais à retenir une illustration, parce que c'est un affichiste, un illustrateur de livres, ce serait le livre d'Anatole France, qui l'a illustré, Thaïs. Thaïs que j'aime beaucoup parce que c'est le prénom de ma fille et qui est également un opéra de Massenet inspiré d'Anatole France. Pour les historiens, Jean Weber c'est surtout cette image là. C'est un des illustrateurs de l'Assiette au beurre, Jean Weber. Notamment celle-ci, il a fait toute une page entière sur ce qu'il a appelé, c'est le titre, les camps de reconcentration au Transvaal. Là, il parle de la guerre des Boers, des Boers, si on prononce à la française. Les Anglais affrontent les Boers, c'est-à-dire les colons néerlandais qui peuplent l'Afrique du Sud. Et ici, il montre la manière dont les Anglais ont combattu ces Afrikaners, ces Néerlandais. Il les déplaçait, il les mettait dans des camps où beaucoup de ces gens mouraient de maladies, hein. On n'avait pas encore inventé les chambres à gaz, heureusement, mais mouraient de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements. Et les Anglais sont les inventeurs des camps de concentration, qu'on appelait à l'époque camps de reconcentration. Mais les Allemands n'ont pas inventé cette chose-là. C'est une image qui est très belle, je l'avais fait lors d'un cours, je l'avais étudié lors d'un cours à Sciences Po sur cela. Et j'en ai un très bon souvenir. Puis dernier aspect de la biographie, c'est aussi pour ça que les historiens connaissent parfois Jean Weber, en tout cas ses images. À 50 ans, il va se porter volontaire pour combattre durant la Première Guerre mondiale en 1914, alors notamment parce que son fils est engagé volontaire également. Et il va devenir adjudant, il va être gazé, et en même temps qu'il participera au combat, notamment au chemin des dames. Il fera toute une série d'estampes, de gravures, pour montrer les atrocités allemandes, la vie des combats. Alors là, ici, par exemple, on voit un épisode anecdotique, mais auquel les Français de l'époque croyaient énormément, qui montre les atrocités des Allemands sur les populations civiles. Et donc là, l'estampe s'appelle 12 août 1914 à Lemsau, où on montre donc des Allemands
qui ont attaché des civils du nord de la France à une charrette, a priori un affût de canon, pour ensuite les faire faire le tour, leur faire faire le tour du village. Alors, on gardera quand même le côté très anecdotique, très percutant. On est à la limite de la peinture et de la caricature chaque fois chez Jean Weber. Il aime bien ces sujets-là, et c'est très bien. Alors notamment avec cette très belle peinture qui est en main d'un particulier qui s'appelle L'Homme aux poupées. Alors c'est tiré d'un roman de Jean-Louis Renaud. Il y a eu également un film muet en 1909 inspiré de ce roman qui parle de la folie d'un homme qui est passionné par les poupées. Et je vous laisse le suspense puisque vous avez ici une femme qui devient également sa poupée. Alors revenons un petit peu à notre tableau. Donc la houille rouge. Alors houille, donc le charbon, rouille un peu pour la couleur évidemment du métal, mais également, on voit bien que c'est la couleur dominante de tout le tableau, mais il y a toute une symbolique. C'est vrai qu'il aurait pu appeler ce tableau la houille a priori c'est plus noir d'ailleurs que couleur rouge, rouille, mais il va l'appeler cette manière-là parce que d'abord il y a une symbolique des couleurs, comme souvent chez les peintres et dans la peinture. Notamment, on voit qu'il y a un personnage central, c'est cette femme qui symbolise la machine, et qui a, on le voit ici très bien, elle est dans un fond roux, mais elle a également les cheveux roux. Alors c'est pas un hasard, dans la symbolique des couleurs, le roux c'est la couleur du diable. C'est pour ça qu'on dit que les roux sentent mauvais. C'est un préjugé évidemment, mais il y a ce préjugé sur l'odeur des roux, puisqu'ils sentent l'odeur du soufre, l'odeur de l'enfer. Il y avait au 19e siècle une croyance qui voulait que si on croisait le chemin d'un roux, ça portait malheur, comme voir un chat noir. Voilà, c'était vraiment la couleur du diable. Et on pourrait mettre ça en parallèle avec ce très beau tableau d'Évariste Luminet, qui s'appelle Exorcisme, où on voit un homme possédé, et cet homme possédé a les cheveux roux. Alors, il y a finalement très peu de peintres qui ont donné une connotation positive à cette couleur. Il y aurait les pré-raphaélites anglais, il y aurait Jean-Jacques Henner évidemment, mais là ici la couleur du diable. Ensuite, on pourrait voir également, il y a une similitude avec certaines peintures du 15e, 16e siècle, notamment la peinture hollandaise. On voit bien qu'ici les ouvriers sont broyés, sont de tout petits objets, et ça rappelle ces peintures hollandaises où les personnages sont à peine distinguables, où ils sont pourtant dessinés un par un, de manière très précise. Donc là aussi par exemple la barque de Charon, donc on est aux enfers, et si vous regardez la roue, on dirait que les cieux ressemblent à une espèce de trou béant qui aspire les ouvriers, un peu comme cette bête horrible qui aspire les damnés en enfer. Donc là, une connotation qui montre vraiment que l'industrialisation, la machine, le machinisme, c'est vraiment l'enfer. Alors c'était une vision effectivement absolument horrible, hein. Je vous laisse regarder quelques petits détails de ces hommes broyés par la machine. Il faut pas forcément faire de Weber un peintre socialiste, hein, c'est pas du tout son propos à lui, mais voilà, il est très mordant sur tout ce qui se passe dans son époque, et donc voici ce qu'il fallait retenir sur ce tableau-ci. Alors, si vous êtes passionné par Jean Weber, je vous signale qu'il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle jeanweber.com, qui est vraiment la Bible de ce genre de petites choses. Alors, je vous propose d'aller regarder ça rapidement, si on trouve ça, hop là, ça c'est les petits détails. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site très bien fait, jeanweber.com, vous avez notamment sa biographie, une bibliographie, une actualité qui est vraiment pas mal faite. Il suffit de se promener un peu sur toute la page. Voilà, vous avez un petit article le 23 février 2020 qui est paru sur lui, vous avez une exposition actuellement en cours, un petit commentaire sur Dynamis, et puis le catalogue de l'exposition 2019 sur Jean Weber à Combeaux-les-Bains. Donc voilà, j'espère que on se retrouvera et puis que vous apprécierez le prochain épisode de cette émission. Au revoir à tous, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous les trouve. Au revoir.